le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors, Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Alors, cette semaine, on a un très bon raconteur de bonnes histoires, la personne de Bertrand Huskla. Bonjour. Bonjour les amis. On est toujours accompagné de Louise Piquet. Salut. Bonjour Louis. Bonjour. Alors déjà, avant de commencer, comment on pourrait te présenter, Bertrand, aux auditrices et auditeurs qui connaissent pas ton parcours et qui ne savent pas qui tu es? Eh bien, on pourrait dire à cet auditeur ou cette auditrice que je suis comédien de formation et que depuis quelques années, je fais des blagues sur Internet avec un programme court qui s'appelle Brut, qui est une parodie des réseaux sociaux, des formats d'information de réseaux sociaux. Mais avant de commencer, on va faire une petite anecdote. Je t'ai rencontré au Paname. Ouais. Tu tournais un spot TV, une vidéo pour Bireduc, c'est ça? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'étais venu faire un tournage. Ouais, t'es venu Oui. faire un tournage ici. C'était une vidéo. Non, c'était une vidéo Brut, c'était pas un truc pour Ah, c'était un Bireduc. Brut, alors. C'était diffusé sur Bireduc. D'accord. Et, Alors, Promotionnel pour Bireduc, visiblement. Alors, on on va les va appeler. couper. Donc, je t'ai rencontré. Tu tournais une vidéo pour Brut, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, je Alors, tourne une c'est vidéo quoi au le Paname. sujet de cette vidéo? Bah, Ouais, c'était le Paname. simplement sur le thème du stand-upper. Je faisais un personnage de stand-upper et puis on s'est dit que ce serait sympa de tourner au Paname, vu que c'est quand même pas mal là où ça se fait. Donc voilà. Ça sort quand? C'est sorti Ah, merde. déjà. Ouais. mais non, mais c'est pas. Les mecs, vous On a êtes pas bossé, hyper là. au taquet aujourd'hui. C'est pas l'épisode qui a fait le plus de vues, cela dit. Ah ouais, là, donc je- ouais, ouais. donc Donc, c'était c'est pour pas ça que tu l'as sorti pas vu passer. Peut-être que l'algorithme l'a un peu caché. Mais non, il est sorti. D'accord. Alors, déjà, savoir un peu les actualités. Donc, il y a Brut. On sait pas si ça va continuer ou pas. Toi, tu penses que ça va arrêter? Je vais arrêter de faire, du moins pendant un certain temps, parce que déjà j'ai d'autres projets, j'ai envie de faire évoluer le programme, j'ai des films dans lesquels je vais jouer, j'ai des films que je dois écrire, j'ai pas mal de trucs à faire, et puis je crois que j'aime bien ce qu'on a fait, et que j'ai un peu peur de le casser en prolongeant trop. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça marcherait encore plus si je continue l'an prochain, mais je suis pas sûr que ce soit pour de bonnes raisons, donc du coup je préfère laisser ça en l'état. C'est dommage. Parce que tu t'es bien éclaté avec ça. C'est un produit qui fonctionne. C'est une marque. Ouais. Donc toi, tu verrais plutôt l'évoluer sur une forme un peu plus enrichie au niveau du temps et des moyens. Ouais, dans l'envie, moi j'ai envie d'en faire une série avec des épisodes de 10 minutes, un quart d'heure sur des thématiques de société que je peux pas traiter en 1 ou 2 minutes. Et aussi un film, alors qui s'appellerait pas forcément Brut, c'est-à-dire qu'effectivement la questionnement de la marque est hyper intéressant parce que tu te dis, c'est quand même très très compliqué d'avoir un nom. Et quand on y arrive, de le laisser tomber, c'est quand même un peu idiot. En même temps, je trouve ça aussi assez excitant parce que j'ai une espèce de panique de la routine. Et donc là, ça fait quand même, c'est bizarre. Enfin, je voulais une vie d'artiste, d'humoriste, et ça fait quand même 4 ans que plus, même 7, 8 ans que je vais au bureau, quoi. Ouais. Et j'ai un peu une espèce de mindfuck. À un moment, je me suis dit, mais quand est-ce que je remets un peu de folie là-dedans, quoi, de ce premier jet d'artiste, de se dire, allez, je vais pas dans le système, je vais sur les planches en tournée, je vais être acteur. Puis finalement, j'avais ma carte de cantine chez Canal+, et puis je mangeais la même riz froid tous les jours. Est-ce qu'on mange bien à la cantine de Canal+? Alors, il y a 2 écoles, mais jusqu'à il y a pas de temps, on mangeait vraiment pas bien, et récemment, mince. ça allait mieux, et puis on a eu le Covid, donc on n'y mange Ah plus. d'accord. Il y a plus de cantine. Voilà, il y a plus de cantine. Mais en plus, ça fait 1 an que j'y vais plus parce que depuis, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais en fait, sur la dernière année de Brut, c'est moi qui produisais. C'est-à-dire que c'est plus Canal+. Au début, c'était une production en interne. Et à la suite de ça, c'est moi qui ai commencé à produire Brut, ce qui fait que j'ai pris des bureaux dans le 11e, pas loin d'ici. Le 11e arrondissement de Paris pour les gens qui nous écoutent d'ailleurs. Parce qu'il y a un ailleurs du 11e, hein. D'accord. Alors, pourquoi ce changement d'organisation en termes de production? Qu'est-ce qui est... Alors, pour pas mal de raisons, en fait, c'est inhérent un peu à l'ADN du programme. À la base, Brut, c'est vraiment une petite idée pas chère de fond de tiroir d'un mec qui s'ennuie dans les bureaux de Canal+. À l'époque, je suis en préparation d'une série que je vais faire pour et YouTube et MyCanal. Une petite série qui s'appelle Abonne-toi sur les coulisses du YouTube Game. On est en 2018, je crois. Je vis dans une je veux dire semi-précarité dans la mesure où je bénéficie de l'intermittence, je me démerde pour faire des cachets, j'ai un petit peu d'argent pour faire ma série, mais c'est quand même un peu la galère. Puis j'ai cette idée de faire un format court. J'emprunte une caméra, il y a juste une vidéo qui passe sur de Brut qui alerte sur l'imminence du changement climatique. J'en fais une parodie. Je la diffuse, elle fonctionne bien et Canal+ le lendemain me propose d'en faire un programme court. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je veux pas en faire un programme court, je veux juste en faire une vidéo unique.
Et suite à ça, je dis ok, ils me disent ok, on va te mettre en lien avec nos équipes de production et on va te donner un mini budget, mais vraiment une pièce quoi. Et comme ça, tu vas pouvoir être payé pour faire ça et ça va être diffusé uniquement sur Internet, sur les réseaux. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont commencé à financer un programme, un petit laboratoire que j'ai pu expérimenter pendant 6 mois sur Internet. Et année après année, le programme a pris un peu en qualité. On s'est battu pour avoir un peu plus de moyens, mais on a toujours été en production interne à Canal+. Et à un moment, on a eu les limites de la production interne. Il faut savoir qu'à Canal+, c'est pas une boîte de production, c'est un diffuseur. Donc il y a dès qu'il y a des petits trucs à produire, c'est pas ce qu'ils savent faire de mieux. Ils ont pas forcément le savoir-faire. Du moins, ils ne l'ont plus. Ils l'avaient à un moment. Et sur la dernière année, moi, je leur ai dit que j'étais prêt à continuer, mais dans des conditions de production un peu plus classiques, parce qu'il y avait trop de débrouille en production interne. Et moi, je leur ai dit, si vous voulez que le programme évolue, qu'il soit bien, ce serait bien de le faire en externe. Donc cette fois-ci, j'arrête de faire moi-même les costumes, le maquillage, de trouver les décors et je sais pas quoi. On fait vraiment un vrai budget avec un devis, avec un costumier, avec un maquilleur, avec un truc, et on fait ça proprement. Donc c'est pour ça que la dernière année, j'ai pu le faire de mon côté. Donc ça, c'est le côté business de cette aventure et je voulais savoir... comment on y vient? Parce que des fois, les artistes, justement, ont un peu de mal avec ce côté business. Et toi, tu gères comment cet aspect-là? Alors, c'est assez drôle. C'était ma rencontre avec Guillaume Crémonez, qui est le réalisateur de Brut, que j'ai rencontré en 2012. C'était à la sortie de ma formation au Conservatoire national d'art dramatique. Il y a un truc qui est particulier avec les écoles d'art en France. Alors, je dis pas ça parce que je les ai toutes faites. J'en ai fait qu'une seule. Mais je fais écho à un article du Monde que j'avais lu sur la difficulté pour les artistes à appréhender le marché du travail. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que tu te prends en pleine face quand tu sors d'une école d'art, ce que j'ai pu faire moi avec le conservatoire, où en fait t'arrives sur un marché du travail simplement avec ta petite qualité d'artiste, et c'est très très compliqué de se vendre. Et je dis pas seulement de se vendre en mode tu dois tapiner pour avoir du travail, c'est avoir confiance de ta valeur. Et en fait pour ça il y a tout un tissu un peu économique de production à connaître. Et moi j'ai été initié par Guillaume Crémonez qui lui était auteur. Et l'un des premiers conseils qu'il avait reçus de la part de Julien Krivine, qui était l'auteur d'Un village français, c'était surtout les auteurs. Le plus important avant toute chose, avant d'écrire une première ligne de votre scénario, monter une structure de production. Et lui, il avait cette structure. Et en fait, en travaillant avec lui, je me suis rendu compte que cette structure de production, quand tu commences à travailler avec un programme court, avec une chaîne, avec n'importe quoi, tu as accès à l'arme nucléaire qui est que tu as accès à l'information des comptes. Tu peux regarder les devis. Et en fait, quand tu commences à mettre le nez dedans, mais tu te dis, en fait, c'est ça, l'art. Alors oui, c'est une bonne blague. Oui, c'est un bon truc. Mais si ça n'était que ça, il y aurait que des gens brillants qui réussissent. Or, si tu regardes ton téléphone ou la télévision, tu te poses souvent cette question, t'as plein de gens pas super qui cartonnent. Il y a peut-être d'autres raisons. Et en fait, quand tu mets le nez là-dedans, tu te dis, ok, c'est comme ça que ça marche et c'est hyper intéressant de le savoir. Je voudrais te poser une question par rapport aux propriétaires de Brut. Oui. Comment ça s'est passé avec eux au début et après? Je crois que ça s'est très très bien passé. Je sais qu'en fait, Renaud Levanquim, qui a créé Brut, est historiquement le producteur du Grand Journal de chez Canal+. Oui. Donc, je me dis que il y a peut-être des coups de fil qui se sont passés sans que je sois au courant on va risquer de faire un... En tout cas, je pense que les mecs étaient un petit peu... je pense qu'ils étaient sur le côté en attente, peut-être avec un sniper à la main en disant à quoi va ressembler ce truc. Ouais. Et quand ils ont vu le programme, moi j'ai rencontré Renaud Levanquim pour la première fois, c'était à Cannes là en mai. J'ai l'impression que c'était 1000 ans. Et c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et, alors j'avais pris soigneusement. 4 ans, c'est. Ouais, je les avais jamais vus avant ça. D'accord. Et en le croisant, lui, il m'a félicité, il a trouvé que le programme était chouette. Je pense qu'en réalité, moi, ça leur sert, en fait, d'avoir un programme qui n'est même pas financé par eux, parce que ça coûte quand même un peu cher, Brut, à faire, mais qui se fout pas de leur gueule, parce qu'à aucun moment je dis que Brut c'est un média nul, c'est juste je reprends la forme. En fait, ça les institutionnalise comme unique média d'information sur les réseaux. Et ça, par exemple, je pense que Combini, ils auraient aimé que je fasse Combino plutôt que Brut. Et en plus de ça, je pense qu'on est globalement sur une même ligne éditoriale sur ce qu'on va défendre comme valeur avec Brut. Donc je pense qu'ils étaient hyper contents d'avoir un truc qui marche et qui leur fait de la pub. Donc une bonne relation. Ils ont je pense qu'ils t'as des retours sur enfin quand ils voient tes vidéos apparaître, ils se la regardent entre eux. On s'auto-like, on se. Ouais. Parce que du coup, t'avais lancé le programme avant de leur dire, enfin genre tu leur avais pas appelé en disant alors je vais faire ça, vous inquiétez pas, c'est gentil, c'est pas contre vous. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, moi j'avais pas de suite dans les idées. Quand j'ai fait un épisode, je me suis pas dit que j'allais en faire une série. Et en fait j'avais appris un truc, c'est que
je pouvais me faire attaquer pour, il me semble, pour plagiat ou usurpation de droit. Ouais. Je connais pas les termes techniques. À partir du moment où tu fais une parodie, il y a un droit parodique. Si je fais une vidéo qui s'appelle Brut, j'ai parfaitement le droit. Si j'en fais une série, là les mecs peuvent dire attends, t'es en train d'utiliser notre image pour te construire une fame. Donc là, juridiquement, il y avait et alors là t'es très content d'être avec un service juridique au sein de Canal+, parce que les mecs sont en mode attends, on va faire les trucs bien, tu passes des coups de fil, t'arranges, tu mets un peu de politique dans des rouages juridiques et en fait tu te rends compte que tout le monde est heureux. D'accord. C'est win-win, comme dit l'expression de connard. Voilà, Et ça coûte combien de produire un épisode de Brut? un épisode de Brut, ça coûte 10 000 € environ. 10 000 €. Je crois qu'on est sur des journées de tournage qui globalement sont à 20 000 € et on fait 2 épisodes par jour. 10 000 € pour un épisode de Brut, c'est à la fois pour la personne qui nous écoute énorme et pour le mec qui fait de l'audiovisuel rien du tout. Donc c'est des conditions de tournage qui sont on est en guérilla cinéma. C'est-à-dire qu'on se lève très tôt, on finit très tard, on court partout, on est claqué. C'est des conditions de tournage qui sont hyper chiantes. Dès qu'on est dans la rue, faut attendre que 2 voitures passent pour pouvoir parler. Enfin, c'est vraiment fatigant. Et ce qui fait quand on a fait des épisodes avec des guests, parfois qui sont venus, là, on a pu négocier avec Canal+ de faire des épisodes doubles, donc un épisode qui coûte 20 000 € pour ne pas imposer aux guests le rythme que c'était, parce que c'est franchement pas marrant, quoi. Faut se changer entre 2 bagnoles dans la rue en mois de février, c'est rock'n'roll, quoi. Par exemple, quelqu'un comme Monsieur Poulpe qui est passé dans cet épisode où justement vous raillez un peu les personnes qui travaillent qui habitent à 300 km de leur lieu de travail, qui doivent partir à 4 heures du matin de chez eux pour arriver au travail à l'heure. Ça se passe comment? C'est Canal+ qui vous l'amène? C'est Brut qui le contacte? Alors, pour le coup, Poulpe, c'est vraiment le mauvais exemple du tournage qui a été simple pour le guest, puisque, alors lui, dans l'épisode, qui fait l'épisode de Nafter. C'est ça. La particularité de cet épisode, c'est qu'il y a beaucoup de décors. Donc, il y a un train, il y a Angers, il y a Paris, il y a tout ça. Et du coup, il a vécu une journée un peu d'enfer, Poulpe, parce que le problème en France, le problème avec la France, c'est que si on veut tourner dans des trains, la SNCF demande genre beaucoup d'argent, à peu près genre l'équivalent du budget total de l'épisode. Donc pour ça, on a dû tourner en Belgique dans les trains de la SNCB, qui elle ne demandait rien parce qu'ils sont sympas les Belges. Et donc du coup en fait tous les plans de train qu'on voit dans l'épisode, ils ont été tournés à la gare de Louvain. Donc en commentaire, les gens l'ont bien vu. Mais alors lui, pour le coup, il s'est tapé vraiment une journée horrible parce que je pense que ça a commencé hyper tôt et ça a fini hyper tard. Mais j'espère qu'il est fier du résultat. En tout cas, c'était en termes de score, c'est un truc qui avait vraiment cartonné. Donc on était content que derrière il soit payé aussi en audimat parce que lui, il s'est vraiment donné. Et après, Poulpe, sur les guests en général, non, c'est nous qui les contactons. Il y en a certains, je sais que Thomas Njijol, ça fait longtemps qu'on voulait faire un truc avec lui. Je sais qu'il y a 1 an, on s'était croisés, mais il nous avait dit, les gars, si un jour vous avez besoin de moi pour un Brut, donc du coup on a dit bah ouais, faut qu'on lui écrive un truc, quoi. Et sur Poulpe, il y avait un truc aussi un peu de synergie, comme il travaille beaucoup avec le groupe Canal+, il y avait un truc un peu logique aussi d'aller lui demander au-delà de notre, en plus quand on a envie de bosser avec lui. Au niveau de l'écriture, t'as mis combien de temps pour trouver la bonne carburation? Je crois que entre le premier jet, la spontanéité, l'envie, et le moment où je me suis dit là on a une recette, là ça se tient, je pense qu'il s'est passé 2 ans. D'accord. Environ. C'est que je pense qu'il y a des premiers épisodes que les tout premiers, je crois que je peux pas les revoir tellement je trouve que c'est du néant en termes de technique d'écriture. Ouais. Mais il y a un enthousiasme en tout cas que tu vois dans les yeux du mec qui est ouais, il est content, il est sans truc, donc et je pense que donc cette première demi-saison, j'en parle souvent sur internet, web only, qui était vraiment hyper intéressante. Là, c'était vraiment la galère. Ensuite, après, j'ai pu commencer à écrire et à voir ce que un petit peu politiquement je voulais dire aussi. Et j'ai commencé à trouver mes premières techniques de blague. Et puis sur la fin, il y a des gens qui ont rejoint le pool d'écriture. Il y a des supports que tu as utilisés pour travailler le comique filmé. Ouais. Le comique filmé, c'est-à-dire filmer du comique, quoi. Filmer quelque chose de drôle. Alors, il y a le truc que je garde beaucoup en tête, c'est pour filmer du comique, la manière dont j'envisage de filmer du comique, c'est d'avoir surtout un cadre fixe. Il y avait
on voit beaucoup ça dans les films de Louis de Funès, en fait. Il y a des moments où Louis de Funès est beaucoup en plan un peu large, sans coupe, de façon à ce que ce soit lui et son corps qui fassent le montage, en fait. De façon à laisser l'acteur être maître du rythme. Et ça, je m'en suis beaucoup inspiré, dans le cadrage, même si après, on va pas se mentir, ça jump cut comme des salauds, au montage, parce qu'après on se rend compte que le temps de fiction n'est pas le temps sur internet. Enfin, ça c'est des trucs qu'on a appris après, où on s'est rendu compte que voilà, dès qu'on se mettait à jouer trop ciné sur internet, ça marchait pas. Mais en tout cas, d'avoir au cadre l'entièreté du corps et de pouvoir laisser à l'acteur dans le cadre composer la séquence et la timer, ça c'était un truc que j'ai vraiment beaucoup utilisé. T'as une formation de réalisateur un peu? Tu as appris les techniques? Non, pas du tout. Tu parles avec donc tu bosses avec des réalisateurs et t'arrives. Je bosse avec mon réalisateur Guillaume Crémonès, ouais. D'accord. Et comment vous travaillez ensemble par rapport à l'écriture? Il y a des projets où c'est lui qui fait tout et je suis juste acteur, et dans ces cas-là, je viens sur le plateau, je me tais, je dis le texte qu'on m'a écrit et je rentre chez moi. Et sur les programmes que j'initie plus, là il va plutôt apparaître comme un support technique à ce que je veux faire. Il va m'aider beaucoup, puisqu'il y a des moments il va me calmer, il y a des moments il va me dire que c'est pas possible aussi. Guillaume Crémonès, il a cette faculté, en fait il est ingénieur de formation. Donc ce qui est super avec les ingénieurs, c'est que c'est des types qui savent résoudre des problèmes. On leur dit j'ai tant de paqueterie à mettre dans cette armoire, hein, et il va dire bon, il va réfléchir, et puis même s'il y a trop de paqueterie, ça finit toujours par rentrer en fait. Donc donc c'est ça qui est très très fort avec lui. Et du coup, il est avec lui l'espèce de surintelligence de la faiblesse des moyens et de l'ambition délirante parfois de certains épisodes. Et je trouve qu'on a réussi des petits coups un peu chouettes qui empruntent à la fois de lui sa capacité artistique à tricher grâce à un cadre. C'est un ingénieur à la base de formation optique, donc en plus ça on dit beaucoup sur le mec qui tient la caméra. Et moi je ramène beaucoup de procédés de théâtre, c'est-à-dire que il y a un truc qui est particulier avec Wood, c'est que c'est en format 1/1 en carré, contrairement à du 16/9. Les côtés ne sont pas habillés en termes de décoration. C'est une économie de 150% en termes de déco et en termes de trichage. C'est-à-dire que par exemple, on avait fait des épisodes pendant les périodes de confinement sur les soirées clandestines. Et ce qui était formidable, c'est qu'avec un format carré, en ayant simplement 5 personnes à l'image, une épaule qui dépasse dans le cadre, un mec de dos, et on avait l'impression que la salle était rempli, que ça étouffait de gens, alors qu'il y avait sincèrement 5 connards à l'image, pas plus. Oui. Parfois la maquilleuse qui laisse une mèche de cheveux traîner dans le cadre pour faire croire qu'il y a plein de monde. Mais ça a été vraiment un super moyen. On va partir sur la biographie un petit peu. Oui, on va revenir un peu sur ton parcours. Apparemment, tu as fait l'étude de Sciences Po. T'as loupé 7 fois. Ouais, j'ai pas fait les études en fait. J'ai fait 7 fois le concours de Sciences Po et t'aurais voulu faire l'étude de Sciences Po. C'était motivation quand même cette fois. Moi, j'aurais lâché au bout de 3. Ouais, non, mais quand tu sais pas ce que tu veux faire, tu t'obstines en fait. Je crois qu'il y avait un truc aussi un petit peu comme ça. Moi, je faisais de la science politique à Paris 1. Oui, parce qu'il y a à un la master. Sorbonne. Voilà, un master. À la base, je fais de l'histoire et de la science politique. Après, j'ai fait que de la science politique en licence. Et en fait, chaque année, je passais Sciences Po Paris, donc Sciences Po Paris 3 fois, 2 fois Sciences Po Bordeaux, 2 fois Sciences Po Lille. J'ai à chaque fois raté. Et j'en suis hyper fier parce que je pense que je ferais pas ce métier aujourd'hui, ou du moins je pense que je le ferais moins bien parce que j'aurais commencé plus tard, et comme j'ai déjà commencé tard de vouloir être acteur. La politique, c'est quelque chose qui t'intéressait d'un point de vue professionnel? Non, et en fait j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser à la politique, c'est-à-dire que au départ c'était un vrai je détestais ça. J'aimais beaucoup rire de la politique, je regardais beaucoup les Guignols, les trucs comme ça. Mais les blagues sur la politique, tous ces trucs-là, je trouvais ça assez inintéressant. Et c'est vraiment Brout qui m'a fait ma formation politique. C'est-à-dire que je crois que je suis fasciné par le pouvoir, clairement. Et en fait, en commençant à apprendre un petit peu les rouages de la politique au travers de Brout, mais ça a été mon éducation et mon auto-formation, et c'est pour ça que j'ai adoré ce programme. C'est que du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait c'est une arène extraordinaire. C'est-à-dire que le pouvoir pour toi, c'est l'exercice du pouvoir, ceux qui veulent être tout en haut et y accéder, donc se battre avec beaucoup de gens autour d'eux. Pour toi, ça, c'est du matériel qui était exploitable pour faire du comique? Oui, je trouve que le rapport au pouvoir, à l'humiliation, au combat, cette espèce d'arène ultra virile que peut être l'arène politique, je trouve ça hyper inspirant, et je trouve que en politique comme en humour, en fait, il y a un rapport au langage qui me fascine.
j'adore constater l'espèce de ruissellement des éléments de langage depuis un chef de cabinet jusqu'aux gens dans la rue. Ça, c'est un truc que je trouve génial. Chez Guillaume Meurice le fait beaucoup aussi. Quand il dit, tiens, c'est marrant, hier, on a lancé Blanquer parle de wokisme, et sincèrement, 3 jours plus tard, dans la rue, les gens disent que le vrai danger, c'est le wokisme. Et d'être spectateur du voyage de la fabrique des mots, ça, c'est quelque chose que je trouve fou. Et je sais que, en tant qu'auteur et humoriste, on a aussi beaucoup cette réflexion là-dessus, sur cette question de l'islamo-gauchisme. Je pense qu'à un moment, on parlait aussi de judéo-véganisme. On avait fait une vidéo qui parlait de ça aussi, de l'alliance des juifs et des écolos. Et de s'amuser, en fait, avec ces fabriques de mots, parce qu'en fait, le privilège de la création des mots crée la réalité des gens. Et ça, je trouve ça à chaque fois fascinant. L'exemple qu'on nous donnait parfois quand on était au lycée, c'était que c'était les trucs des linguistes de, je sais pas, Ferdinand de Saussure ou je sais plus qui parlait de ça, Merleau-Ponty, ou qui parlait du fait que en gros le langage crée le mot. Le mot crée le langage, et que par exemple les Esquimaux ont je sais pas 15 manières pour définir la couleur blanc. Nous on a juste blanc, eux ils ont blanc arctique, blanc phoque, blanc ciel, blanc je sais pas quoi, et en fait ils les voient vraiment ces trucs là parce qu'ils ont les mots pour le dire. Un bébé va pas faire la différence entre un tabouret et une chaise, pour lui ça va être que chaise. Et ça, je trouve ça super de se dire qu'on va créer une nouvelle réalité en créant un mot. C'est Noam Chomsky qui faisait des travaux là-dessus. La fabrique du consentement, qu'en gros, quand tu distilles les informations, enfin certains types de mots et d'éléments de langage dans la presse, ça rentre dans l'imaginaire des gens, dans le subconscient. Exactement, ouais. Et ça crée des réalités concrètes, et ça devient des trucs, on se prend la gueule là-dessus. Et moi, ce que j'ai adoré avec toutes ces questions, je reprends les questions du wokisme et islamo-gauchisme qui nous ont beaucoup traversé cette année. Et après, il y avait un sondage IFOP qui disait que seulement 10% des gens de la population française savaient ce que voulait dire wokisme. Et de me dire, attends, c'est quand même fou à quel point on se prend la tête sur un truc dont tout le monde se fout en réalité. Et là, l'actualité politique récente nous montre à quel point il commence à y avoir une déconnexion entre un milieu politico-médiatique qui traite de thématiques dont les gens se foutent parfois, et qu'en fait derrière, boum, t'as des entrées du Rassemblement National, de LFI en masse, parce que t'as eu un jeu avec les extrêmes un peu sans donner mon avis un peu maladroit de la part du gouvernement en place ou de l'exécutif, et de se dire que la conclusion c'est ça. Moi, être spectateur de ça et jamais acteur, c'est pour ça que moi je veux pas du tout faire de la politique, mais être spectateur de ça, je trouve ça fascinant. Ce sont des acteurs, les politiques maintenant. C'est-à-dire, toi qui as fait une formation d'acteur, tu as fait conservatoire, tu remarques chez certains hommes politiques des traits d'acteurs? Ouais. Ouais, clairement. Et en fait, ce que je remarque. Tu vois ça? Pardon? Mais comment tu le vois justement En fait, je le vois par moments où je dirais qu'on fait un peu le même chemin, mais à l'inverse. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si des deux côtés, il y a un moment faut capter l'attention. C'est-à-dire, il y a plusieurs méthodes d'y arriver. Ouais, alors soit t'as la posture cynique là de se dire. Allez, Darmanin qui dit quand j'entends le mot violence policière, j'étouffe. Là, t'as une posture vraiment cynique de provoque où le mec en conscience va attaquer vraiment quelque chose. Il a fait exprès, cette phrase-là était préparée, travaillée à l'avance par des types qui savent très bien ce qu'ils font. Doctor, quand il dit calmez-vous, tout va bien se passer. Ça, c'est une référence à des mèmes d'extrême droite qui se faisaient. Que Trump faisait beaucoup. Mais ça, ce truc-là, c'est un truc, je sais plus quel type qui faisait ça sur Internet, mais c'est un vrai truc. Je suis fasciné par les youtubeurs d'extrême droite. C'est un vrai mème qui revient tout le temps, en fait. C'est des trucs qui sont calculés, en fait. Il y a aussi ce qu'ils appellent le dog whistle, c'est-à-dire des fois des messages cachés. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu les vois, ça, comme pas tous, parce que je suis pas. Mais tu perçois qu'il y a quelque chose il y a des moments mis en place. Il y a un truc comme ça où c'est des vraies postures cyniques, quoi, mais qui sont hyper efficaces, pour le coup. C'est que ça marche très bien, et la preuve en est qu'il est encore en place. Et l'autre truc aussi que je trouve fascinant, c'est le moment, et ça, je trouve qu'avec un acteur, ça peut être ça aussi, où tu vas rentrer dans un système de pensée qui est pas forcément le tien. C'est-à-dire que tu vas te mettre à croire à fond à un truc qui est faux, mais t'as pas d'autre choix que d'y croire. Alors quand t'es acteur, c'est parce qu'il faut jouer la scène, et en fait t'es obligé d'y croire. Si je dois jouer que j'ai un bras en moins, je vais vraiment devoir croire que j'ai un bras en moins. Et si t'es, je sais pas, Mélie de Montchalin pour ne citer qu'elle, va être persuadé que dans la rue il y a des loupards. Enfin, il y a un moment où t'es prisonnier de ton propre langage et ça devient ta propre réalité. Et que je trouve que ça dépasse la posture cynique du politique qui se dit je vais dire ça parce que c'est important de le dire. C'est qu'à un moment t'es obligé d'y croire.
Et je pense qu'ils sont sincères, les politiques, moi, à plein d'endroits. Contrairement à ce qu'on dit, que c'est juste des mecs qui se foutent de notre gueule. Mais même au niveau du travail de la voix et de la posture, je pense que de toute façon, le théâtre, ça se trouve, ils en ont tous fait un peu Ouais. secrètement de leur côté pour savoir comment se placer, comment Ils sont coachés, quoi. En gros, gesticuler. quoi. Ouais, je clairement. pense que- Clairement, alors peut-être pas tous, mais je sais de sources officieuses, donc je vais pas le dire que je m'arrête. Voilà. Ouais. Mais c'est sans dire le nom, ça, c'était quoi le. Tu connais quelqu'un Ça qui concerne le président de la forme. République. Et Ah oui, Comme d'accord. ça, c'est connu, ça, parce que que Macron a fait des cours de théâtre. oui, mais je sais à peu près avec qui et tout, mais peut-être je le sais pas, d'accord. mais c'est des trucs qui ont, mais après ça me paraît normal en fait. C'est que, enfin, C'est vrai qu'il y a une différence entre le Macron des débuts, où il émerge un peu, où il a du mal, et il galère un peu, et après, on a vu 2-3 ans après être beaucoup plus fort, même avec Zemmour pareil, c'est ça. Sarkozy pareil, on voit Parce que une lui avait espèce dit de ça, le mec transformation. il avait dit ne criez plus. C'est vraiment du jour au lendemain il a arrêté de crier. Et ça pour toi, c'est de la musique, c'est-à-dire que là, ils ont pris des metteurs en scène, ils ont pris des coachs de Ouais, théâtre pour ouais, apprendre. clairement. Bah, je pense que ça peut pas. Enfin, tu gagnes du temps, tu l'apprends avec le temps, dans d'accord. sa réalité, tu vois. Mais je pense que tu peux pas. Même un Mélenchon, tu penses qu'il a... Non, Pareil. Je pense que lui, il a aucun coach. Lui, il est en freelance toute sa vie. il a des armes. Il a peut-être. forcément des coachs, mais du coup, t'imagines l'homme ou la femme politique devant son miroir en train de répéter ses Ouais, textes. bien sûr. Bah, je pense. Enfin, mais c'est obligé. Enfin, moi, et s'ils le font pas, je leur en veux quelque Ouais. part. Mhm. Il faut qu'on se fasse bien manipuler quand même. Enfin, tu vois, je veux dire, on mérite ça quand même. Et justement, pour rester dans le thème de la politique, tu dis que t'as découvert ça un peu sur le tard, parce que tu voulais faire Sciences Po, mais comment tu t'inspires? C'est quoi? C'est la presse papier, Internet, des reportages? Ça peut être des films aussi, parce qu'il y a des films qui ont été faits comme L'exercice du pouvoir, qui parlent Ouais. justement des coulisses Ouais. du gouvernement. Alors c'est drôle parce que tu dis les films, mais en fait, qui ont de plus en plus disparu de ma vie, donc ça me rend un peu triste. C'est-à-dire plus le temps. Quoi, tu ne vois plus de films actuellement? Ouais, plus de films, plus de musique et plus de romans. Donc voilà. Donc je m'y suis remis récemment. J'ai regardé un épisode d'une série ce matin. Ah, c'était Ça quoi m'a comme fait série? Ah, d'accord. Sévrance. D'accord. Et ça m'a fait un peu de bien. Ouais. J'ai commencé à le relire. Si j'ai lu j'ai lu de la science. Alors cette année, j'ai relu de la science-fiction, l'histoire de me remettre un peu, parce qu'il y a un peu de politique dedans, donc ça me plaisait. Mais là, pareil, j'ai commencé à relire aussi un peu et la musique aussi que j'ai arrêté d'écouter. T'avais pas le temps, en fait. Tu faisais tellement de choses que la En fait, production c'est même est- pas une question de temps, c'est un sentiment de culpabilité de pas m'informer si je fais autre chose. C'est-à-dire que si je mets mes écouteurs avec de la musique alors que je sais que j'ai loupé par exemple un épisode de C'est dans l'air, ça par exemple, j'essaie de l'avoir tous les jours celui-là parce que je trouve que c'est un super plateau où les gens se prennent pas trop la tête et factuellement, je trouve que voilà, je trouve que c'est vraiment une super émission. Regarder aussi, j'aime beaucoup aussi m'informer en regardant des types avec qui je suis pas du tout d'accord. C'est pour ça que je parlais des youtubeurs d'extrême droite. J'aime beaucoup me renseigner sur les obsessions, les angoisses des gens. En fait, ce que j'adore faire, c'est quand je regarde quelqu'un, même si je suis pas d'accord avec lui, c'est de me dire à quel endroit il a raison. Et ça, je trouve que c'est un exercice d'empathie passionnant qui est nécessaire pour construire de la fiction. C'est-à-dire qu'il y a deux manières d'aborder un discours avec lequel on n'est pas d'accord. Soit on dit c'est du bullshit total, ce que tu dis est Ouais. faux. Si la personne me dit en face tu es un islamo-gauchiste, je peux très bien lui dire c'est faux, ça n'existe pas, tu as tort. Et dans ces cas-là, on est dans deux mondes différents, ils n'existent pas ensemble. Non, moi c'est de me dire ok, dans quelle mesure t'as raison. J'essaie de te mettre à ta place, je vais de te mettre dans le pas de tes peurs et je vais regarder de ton côté avec tes lunettes qu'est-ce qui fait que tu penses que ce truc existe. Et quand on arrive à comprendre pourquoi, là je trouve qu'il y a une distance critique qui est hyper intéressante. Parce qu'après ça permet de faire une blague où on devient inattaquable de la part du camp adverse. C'est que si jamais moi je fais une blague et que même le type qui est à l'extrême opposé de moi me dit putain j'avoue c'est un peu marrant, je trouve que c'est gagné. J'ai l'impression que c'est la solution idéale pour les disputes de couple. Pour le voir. branle. Mais c'est super dur. Ce qui se passe en face, Voilà. essayer de comprendre C'est et ça, réagir. c'est exactement ça. Faut faire de la transe chamanique ou prendre du LSD. L'un des deux est légal. Faites ce que vous voulez. J'ai une question sur la technique pour écrire des blagues. Donc, tu as utilisé quel type de support pour traduire en mots les idées que tu avais dans la tête? Alors, moi, j'ai un rapport hyper studieux et ennuyeux à tout ça. C'est-à-dire que je lis pas mal de trucs pour me former. Là, j'ai un peu arrêté ces dernières années parce que j'ai vraiment lu beaucoup de théories et je sais que un des bouquins sur lequel je me suis beaucoup appuyé, c'est Comedy Writing Tips de Mel Etzer, que lui, j'ai trouvé super. C'est un peu bourratif quand même.
et surtout une fois qu'on l'a lu, même si on n'a pas tout compris, c'est pas non plus hyper clair. Mais il faut prendre ça comme des instruments avec lesquels on va vivre toute notre vie. J'ai dû le lire 3-4 fois en plus pour y revenir, comme des trucs de dramaturgie, d'écriture de film, ça c'est des trucs faut les relire plusieurs fois. Et ce que j'aime bien avec ce que j'ai mis du temps à comprendre, en tout cas avec la théorie, c'est que ce n'est pas un outil de création, c'est un outil d'analyse. Et la création, elle va partir de l'envie, de l'enthousiasme, elle va partir d'une connerie, elle va partir d'un truc. En fait, on peut faire rire sans être drôle. C'est ça que j'ai un petit peu appris. Tu penses ? Ouais. Qu'il faut pas avoir le matériau, l'ADN comique pour faire rire. C'est-à-dire que je pense que l'un peut mener à l'autre. Si je définis un peu les termes, parce que dit comme ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être contre, ils ont bien raison. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut faire rire, c'est-à-dire que t'es marrant parce que tu me fais rire, et puis après t'apprends à vraiment être drôle, genre en conscience. Tu peux avoir un tempérament comique où tu dis putain j'ai un pote, il est vraiment dès que t'es avec lui il est hyper drôle. Par contre tu peux le mettre sur scène, ça va être compliqué d'avoir la technique pour être drôle. Et ça je trouve ça le jeu quoi. Ouais, assez différent. D'accord. C'est comme je vais prendre une analogie musicale, genre un bon musicien qui a aucune technique. Je pense que Jimi Hendrix c'est quand même un des meilleurs musiciens du monde. C'est juste c'est un théoricien nul. Enfin, il connaît pas le solfège ou ni rien. Tu vois, comme Paul McCartney en fait, qui est une bille en harmonie musicale. C'est un génie pur et complet qui nous dépasse tous. Moi, j'ai besoin de passer par la théorie parce qu'après, la théorie musicale va te permettre d'analyser McCartney et Hendrix et on va pouvoir expliquer ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'humour en fait dans ton cheminement personnel ? Je pense qu'il y a alors je sais pas si ce que je dis est vrai, parce qu'il faudrait peut-être une analyse plus longue que ces quelques minutes qu'on passe ensemble, peut-être sur 10 ans, je sais pas. Mais il y a un rapport au statut d'outsider, c'est-à-dire que comme une espèce d'envie furieuse d'être sur scène ou devant une caméra et une honte ultime d'avoir envie de ça. C'est-à-dire que mais quel sentiment horrible que d'avoir envie d'être regardé par les autres, de vouloir parler pendant que les gens autour se taisent. En fait, si tu veux ça dans ta vie, c'est que t'es quelqu'un de mauvais, tu vois. Donc c'est petit, t'es dans une posture dominante contre l'égalité, mais pour qui tu te prends en fait. Donc en fait, j'avais une petite honte la honte de vouloir briller. Deux manières de répondre à ça, soit tu t'en fous et puis t'arrives sur scène et tu assumes ça au premier degré, donc tu deviens un formidable tragédien, acteur dramatique, et tu penses que ta présence suffit à captiver les gens. Je pense pas que c'était mon parcours, mais peut-être qu'un Taharaïm est plus fort que moi là-dedans. Par contre, arriver sur scène en s'excusant de l'être, déjà il y a un décalage comique, et je pense que j'ai fait que tirer ce fil toute ma vie. C'est un peu la base de l'humour, c'est que la personne qui se coince le pied dans la porte, ça suscite justement pas de l'empathie, mais ça donne aux gens envie de rigoler. Il y a un accident, en fait. Ouais. Et ce qu'on peut voir avec des gens, je prends un exemple de quelqu'un qui cartonne sur scène, genre Paul Mirabel sur scène, sa présence sur scène est un accident. Il a rien à foutre là. Tu dis, c'est qui ce type avec sa tête, il a et puis en plus, quand il dit Salam les Roya, il valide cet accident physique qui est sa simple présence. C'est agaçant des gens comme Paul Mirabel. Ils arrivent sur scène, tu rigoles. Tu dis putain, comment tu vas te battre derrière ça? Donc ça, je pense que le fait d'avoir une présence scénique qui en elle-même est un événement, rien que ça, le décalage est créé. Est-ce que tu penses que toi, tu ferais un bon humoriste ou pas du coup? Est-ce que t'as cette envie de monter sur scène et d'écrire des blagues? Je sais pas, c'est radicalement différent. Moi, j'ai une admiration ultime pour les gens qui arrivent à faire ça parce que j'ai tenté de le faire à l'époque. J'avais reçu c'était avant le confinement 2020 donc je reçois un message de Guillaume Meurice qui me dit ça te dit de faire ma première partie à la Cigale. Ah oui, ça commence fort en plus. Donc je dis bonjour bonjour Guillaume Meurice, enchanté, on se connaît pas trop, je fais pas de scène. Il me répond ce sera l'occasion d'essayer. Ça te dit? Et je me souviens qu'à ce moment-là, je suis devant mon ordinateur, je me lève, je prends mes clés, je vais dans la rue et dans la rue, je me rends compte que je sais pas où je veux aller en fait. Donc je pense que si j'avais continué, je serais allé à Orly et j'aurais pris un avion pour très loin. Et en fait, je suis revenu et je lui ai répondu, OK, je le fais. Donc, j'avais 2 mois pour préparer un quart d'heure. Et j'ai fait des petits passages dans des comédie clubs. Donc, je suis passé au Barbès, au Topito Comedy Club avec Urbain, qui m'a trop aidé, qui était trop cool. Et j'ai fait des passages. Les 2-3 premiers, ça a été un calvaire. Au bout du 4e, 5e, j'ai commencé à être un peu plus à l'aise et je crois que la veille de la Cigale, il y a eu le confinement.
que je d'accord. remercie infiniment ce virus de m'avoir épargné. Donc finalement, tu l'as pas. Non, je l'ai pas fait. Je pense que c'était D'accord. tant mieux. Je suis très très content de m'y être frotté, mais je l'ai pas fait parce que déjà, en fait, en passant sur scène, il faut du temps pour savoir ce que tu veux pas faire. Et je sais que, je t'ai dit que ça a mis peut-être 2 ans sur Brut. Ouais. Là, j'ai eu que 4 passages où j'ai un peu, mais j'avais pas le temps de changer des blagues que je voulais pas faire en fait. Il y a un rapport à l'impudeur sur le stand-up qui est pas tout à fait le mien encore. Moi, j'avais plus un truc, alors à la avec des grands guillemets, mais c'est l'inspiration à la Bob Burnham, c'est un truc un peu musical que je faisais, avec de la one line, un personnage méta de lui-même, puisque je pense que tout ce qui me concerne personnellement dans ma vie, j'ai absolument pas envie de le mettre sur scène. Et ça, quand tu veux faire du stand-up, c'est quand même un endroit qui est très compliqué pour démarrer. C'est ça, faut montrer la vraie personne. Tu penses qu'un personnage à la Bob Burnham en France, ça peut marcher? Oui, je pense que ça peut marcher, mais je pense qu'on n'aura jamais les moyens d'avoir ça en réalité. C'est-à-dire que, mais comme à peu près surtout, déjà, on le dit souvent, mais l'espèce de privilège de la langue anglaise de pouvoir dire, ils ont 2 fois plus de mots que nous. Tu vois, on est une langue très pauvre. On est persuadé d'avoir un français une langue riche. On est une langue hyper pauvre. Ils ont plein de trucs. Quand tu dis take that, c'est pas pareil que take in ou take low. Enfin, t'es en mode, ils changent un truc et ça veut dire autre chose. Donc en fait, sur des écritures de musique déjà rythmiquement, ils nous battent. En termes de moyens, c'est-à-dire que Bob Burnham, quand il fait un special qu'il le vend à Netflix, il est à l'aise pour 14 générations, donc il peut se poser un an et faire un truc dans sa chambre, tu vois. Donc en fait, c'est sûr que je pense que ce serait possible, mais Moi, je parlais plus du style d'humour, en fait. Parce que c'est un humour assez particulier. Bob Burnham, pour moi, c'est pas un humoriste. Bah, ouais. Ah ouais? Pour moi, c'est pas un humoriste. On va se faire. Allez, ça y est. Allez, J'ai- sur Twitter. J'ai écrit 2 articles sur ce Ouais, qu'il non, fait. mais c'est pas grave. C'est mon point de vue. Je le mets pas, je le mets pas dans la case humoriste. Moi, je le mets dans la case performeur. Un humoriste, lambda, il est là pour faire des vannes. Il est là pour faire rire les gens. Pour Oui. moi, Burnham, personnellement, ne me fait pas rire. Je le trouve très bon sur scène, mais c'est pas, pour moi, Oui, mais c'est pas personnellement. parce qu'il se fait pas rire que c'est pas un humoriste. Non, mais Déjà, d'une. j'ai pas dit que en général, c'est pas un humoriste. Je trouve, moi, personnellement, que c'est pas un humoriste. Je le mets pas dans la Si, case c'est un humoriste. humoriste, il fait des vannes. Pour moi. J'ai le droit. Elles sont On chantées. utilise j'ai ce des que vannes. tu dis contre C'est mon toi. point de vue. Donc, et en France, C'est pas un stand-upper pour toi. en France, les humoristes sont très, très calibrés. C'est-à-dire qu'il faut avoir un clown sur scène, il faut faire certains types de vannes, il faut avoir un certain parler. Est-ce que ce genre d'humoriste, peut-être que d'autres diront que c'est un humoriste, ça peut marcher en France? Non, en français. Je pense que tout le monde a raison, comme tout le temps, parce que je me projette dans les gens qui sont pas d'accord avec moi. Je pense qu'il y a Burnham est un peu symptomatique d'un art qu'est le stand-up qui est arrivé à une maturité telle qu'elle peut enfin devenir méta. C'est-à-dire, elle peut se regarder. Tu peux avoir des exemples avec dans quelle mesure est-ce que la nouvelle vague a été une réflexion sur le cinéma? Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui le théâtre n'est qu'une réflexion sur le théâtre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas voir un Molière, alors à part s'il est monté de manière extrêmement classique à la Comédie Française, mais quand tu vas voir des Volker Schondorf à l'Odéon, t'es en mode genre putain, qu'est-ce qu'il a vu des Christian de Lupa, on va t'étirer le temps. Mais en fait, c'est des réflexions sur un art qui est tellement ancestral qu'il est réflexif de sa propre réflexivité. L'exemple ultime de ça va être dans l'art contemporain, l'art pictural, qui est tellement réflexif de lui-même qu'il se fout du spectateur. T'es en mode genre putain, sérieusement? Ouais, je t'insulte et je vaux 4 millions de dollars. Et ça marche, donc j'ai raison. Donc c'est des niveaux de distance vis-à-vis du public qui sont tellement éloignés qu'on comprend plus comment ça marche. Eux, sur le stand-up, qui est assez jeune chez nous, comme c'est plus vieux chez eux, c'est mon analyse, hein, vous allez débattre en commentaire. Ah, mais Je pense qu'il y a un Défends truc ton qu'on point de dit, vue. on va être d'accord de commencer à avoir une réflexion sur ce qu'est le stand-up. Et c'est ce que fait Burnham, en fait. Il arrive en disant, coucou, je suis un homme blanc dominant, donc on est dans une espèce de crise créative de l'humour des privilégiés, si on peut l'appeler comme ça avec tous les guillemets que vous voulez mettre. Donc du coup, moi, je vais utiliser cette crise pour revendiquer mon droit d'être sur scène, en disant que je n'ai rien d'autre à dire que ma volonté d'être sur scène. Je suis un anti-événement, et en ça, je vais faire un show extraordinaire pour le prouver. C'est un petit peu comme ce qu'a pu être un Jim Carrey à l'époque de l'entertainment rêvé. On se dit, on est arrivé tellement au max de l'entertainment des États-Unis. Il y a plus d'ennemis, il y a plus la Russie. On est les maîtres du monde. Et ben, on va être dans une telle célébration qu'on va raconter le néant. Et ben, je pense que Burnham, c'est à peu près la même chose, mais le chemin inverse, je suis dans un tel néant que je vais le célébrer. Par contre, je trouve très beau Bravo. comme metteur en scène et réalisateur. Je sais pas du tout si... C'était Overman, jeu profond, moi, like j'ai this. adoré. Moi, je Il y trouve avait aussi à la base Andy Kaufman qui a inspiré Ouais, voilà, ce genre de truc. Jim Carrey. Il Ouais. a montré l'absurdité du show. Mais il était dans l'hyperfiction, lui. C'est encore plus... Enfin, c'est très très bizarre. Et ce que je trouve chez Jim Carrey, là où il y a un truc avec Burnham que je trouve intéressant, c'est on joue des codes publiquement et on sait qu'on en joue. Enfin, il n'y a pas d'imposture dans le personnage. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur
hyper caricature de l'américain dominant. Et c'est hyper triste. Et pourtant, il parle quand même énormément de sa dépression. Oui. C'est son special sur Netflix. C'est vraiment un mec qui est enfermé chez lui, qui est en pleine dépression et qui a que ça à faire que de créer et de jouer sur son piano. Ouais. Mais encore une fois, dans la mesure, est-ce une posture ou pas Et est-ce que c'est un special Moi, je vais pas te lâcher là-dessus. Pour moi, faut un public. Si t'as pas de public, c'est pas un spectacle d'humour. C'est pas possible. Les rires font le spectacle. Ça fait partie du. C'est un film, c'est. Ouais, mais je veux dire, appeler ça un special, pour moi, c'est pas possible. Et... Après, c'est mon point de vue. Hein. Je vais pas dire que j'ai raison ou quoi. C'est mon point de vue, voilà. Après, il est très bon comme réalisateur. Il réalise des spectacles. Il a réalisé ceux de Chris Rock. Il a réalisé ceux de Jarrod Carmichael, dont le tout dernier qu'on attend, là. Donc ça, oui, par contre, ouais, il est très très bon comme réalisateur. Donc voilà, pour Bo Burnham, mais je respecte ceux qui kiffent Bo Burnham. Oui, c'est un gars qui a un rapport à la technique, tu vois. Et tu vois, il va utiliser la technique musicale, le truc, mais effectivement, je pense qu'il y a pas de case, alors c'est certain que ça n'est pas ce qui existe, puisqu'il n'y a pas de case. Et en attendant de te voir peut-être sur scène, on peut déjà te voir bientôt sur les écrans de cinéma. Ouais. Alors peux-tu nous raconter cette carrière dans le 7e art qui se dessine pour toi? Alors je sais pas encore si c'est du 7e art, on commence par de la comédie. Ouais. Non, c'est un film, c'est un peu génial parce que c'est la première fois qu'on m'appelle pour un film en disant salut, on aimerait te proposer un rôle. Donc pas un casting, tu vois, c'est un rôle. Et alors que les castings, j'en ai vraiment littéralement raté 100% d'un taux d'échec de casting. Et là d'un coup on t'appelle en disant en fait on te veut toi. Donc j'étais hyper honoré. C'est un film et on m'a dit ça se fera avec Ahmed Silla. Putain, ok, moi c'est des mecs que je regarde à la télé normalement. Et donc on a fait ce film l'été dernier. Ça s'appelle Jumeaux mais pas trop. Oui. C'est l'histoire d'Olivier Ducré, ouais. Ouais, c'est l'histoire d'Olivier Ducré. Non, c'est le réalisateur Olivier Ducré. Non, de Olivier Ducré et Wilfried Mans. Ouais. Et c'est l'histoire de... fin septembre. C'est ça. C'est basé sur une anomalie génétique qui fait qu'on peut avoir un frère jumeau d'une couleur différente. Donc il y a une chance sur 1 million. Et il se trouve que ça tombe sur ces deux types. Donc c'est l'histoire d'un jeune gars de banlieue joué par Ahmed qui se rend compte qu'il a un frère jumeau qui lui et qu'ils ont été adoptés tous les deux à la naissance et que lui a été placé dans une famille de politique et que voilà, il y a une espèce de petite histoire d'amitié et de fraternité entre ces deux personnages. Et voilà, ça sort en septembre et ça a été un bonheur. Le film, je le résume comme ça, le scénario était mieux que le pitch, et le tournage était mieux que le scénar, et le montage était mieux que ce qu'on a tourné. Enfin, c'était vraiment et puis on a eu un prix du public à l'Alpe d'Huez, qui est un peu le Graal en comédie. Oui, ça, parce que c'est le festival référence. Ouais, c'est le prix quand il y a eu Intouchable ou des films comme ça, tu vois. Donc du coup, tu l'as et t'es en mode ok, c'est encore un petit peu irréel pour moi. Mais non, il est né sous une belle étoile, ce film, j'espère qu'il va rouler, quoi. C'est comment de tourner avec Ahmed Silla, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de blagues. C'est quelqu'un qui est maladivement drôle. C'est-à-dire que si il est pas drôle, il meurt. Donc à ce point-là. Ah ouais, c'est un délire. Ouais. Il explose et tout. Il fait des vannes tout le temps, toute la journée. Sans arrêt. Mais ce qui est chiant, c'est que c'est drôle. Moi, ça me casse un peu la tête, les acteurs qui font du bruit sur les plateaux, parce que moi, j'ai besoin de me concentrer, de lire mes bouquins de théorie de comment jouer. Et donc, dès que ça prend trop de place, je me dis, mais on est là pour travailler, en fait. Et donc, et lui, il fait ça en permanence, mais il est vraiment très drôle. Donc, c'était des vacances pendant 1 mois et demi, quoi, avec lui. Le texte, il le retouche un peu des fois, ou comment ça se passe? On a retouché pas mal de trucs. Il y a des scènes qui vraiment sont à son crédit, qui ont été réécrites, qu'on a échangées ensemble, mais il a vraiment changé pas mal de trucs. Alors après, il faut rester fidèle au scénario. Il y a des réalisateurs qui aiment pas trop ça, ils aiment bien avoir tout en place. Mais là, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a eu des répètes. Et alors ça, c'est-à-dire qu'on est à répète avec les auteurs, et donc du coup, on se met tous d'accord sur les trucs, et ça, c'est la meilleure manière de faire. Parce que toi, tu changes le texte, du coup, l'auteur te dit, tu peux pas, parce que quoi? Parce que c'est en contradiction avec ce que tu as dit avec la page 3. Et tu dis, d'accord, changeons la page 3. Il dit, ok. Et vers ça, quand tu prends une avance sur le tournage, et surtout, on a pu créer une complicité en répétition qui s'est vite retrouvée pendant le tournage. Ça, tu l'as fait également pendant tes propres tournages, et il t'est arrivé de changer de texte par rapport à l'acteur? Ouais. C'est un exemple précis d'un tournage où t'as dû changer. En fait, le problème alors qu'est-ce que je peux, j'ai des exemples précis parce qu'il y a des moments les blagues politiques quand c'est des guests qui vont les faire, il y a des moments ils sont en mode celle-là je vais peut-être pas la faire. Et ce que je peux comprendre parce que comme moi j'ai un personnage au fil des ans, si je fais une blague un peu je sais pas raciste ou misogyne, les gens vont peut-être avoir la distance de comprendre que je le dénonce. Tandis que si t'es
à la base sur un public qui est un peu plus premier degré et attaché à une image un peu plus pure de ce que tu dégages publiquement, ça risque de pas passer. Le bon exemple que j'avais, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, il y a Guy Bedos qui avait été attaqué par Nadine Morano au tribunal parce qu'il l'avait traité de connasse. Ouais. Et en fait, on a eu un procès pendant hyper longtemps pour savoir est-ce que Guy Bedos avait le droit de traiter de Nadine Morano de connasse, est-ce qu'il allait se faire condamner. Et la justice est tombée et en fait ils se sont dit que ça dépassait pas sa fonction d'humoriste qu'il avait normalement. Donc Parce que comme c'est un humoriste, il a le droit. Il a le droit. Et je me suis dit mais quelle belle victoire pour la liberté d'expression de pouvoir dire que non, quand t'es humoriste et au vu de ce que t'as fait avant, toi t'as le droit de le dire. Par contre un mec dans la rue, il a pas le droit de le dire. Et je trouve ça hyper beau parce que ça protège les artistes parce qu'on a besoin de cette liberté. On a besoin de parfois d'avoir des accidents. Pour reprendre une expression de Patrick Timsit, c'est comme si on reproche à un pilote de Formule 1 de faire une sortie de route. Oui. C'est quand il avait fait la blague sur les handicapés, les crevettes, là, et qui a un gros bad buzz. Donc, je trouvais ça hyper heureux qu'il y ait une reconnaissance de la justice de ça. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, tu peux te construire une petite, un petit cordon sanitaire de liberté d'expression. Il y a des gens qui ont pas le même cordon sanitaire. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des blagues, en général, les blagues politiques, on les modifie. Ouais, ça, faut pas faire de sketch entre les sketchs. C'est des sketchs. C'est-à-dire que tu parles d'un sujet, genre si Guy Bedos, ça veut dire en tant que personne publique, enfin pas public, mais en tant que Guy Bedos, c'est pas en tant que comique que Nadine Morano est une connasse. Ouais, c'est le clown qui parle en fait. C'est ça. Il a le nez de clown, le protège justement de Exactement. de la diffamation, de l'injure. Ouais, c'est exactement ça. Mais dans ces cas, tu dis mais qui décide de qui est le clown en fait? Ouais, dans quelle mesure limite on sait jamais, tu vois, quand est-ce que Yacine Bellatar est un clown, quand est-ce que Dieudonné est un clown, et ça c'est des questions qui sont hyper fines en fait. C'est hyper compliqué d'y répondre et elles font d'ailleurs polémique. Aux USA récemment, il y a eu des grandes polémiques là-dessus avec Dave Chappelle notamment. Ouais, bien sûr. À qui on a reproché. Est-ce un clown quand il fait ces blagues-là? Alors on se demande. il est sur scène, c'est ça le. Ouais, aux États-Unis, ils disent que c'est un homme politique, c'est-à-dire qu'il vient et comme si c'était un Trump quoi, qui fait un discours. C'est ça. En fait, ça devient un prêcheur. Alors maintenant, Dave Chappelle, c'est un humoriste ou pas? C'est un humoriste. Ok. Il a pas fait de chanson devant. Il y a plus de bagarre. C'est un humoriste comme par exemple un footballeur il joue avec les pieds, il touche pas la balle avec la main quoi. C'est-à-dire que tu vois, il y a des codes, il y a des règles. Tu peux des fois les pousser au maximum, mais il y a quand même des règles, tu vois. Il y a des hors-jeux, tout ça. Pour moi, c'est ça, c'est un terrain de sport. Est-ce que un basketteur, est-ce qu'il a le droit de prendre le ballon, de sortir avec, de rentrer? Comme Bob Burnham fait. Bob Burnham, il prend le ballon, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Ouais, c'est un super basketteur, mais il sort des règles. C'est-à-dire qu'il y a un terrain, faut mettre un panier à une certaine distance. C'est ça que je dis. Donc pour moi, Dave Chappelle, il est encore dans ce carcan-là qui existe. Mais alors la question aussi pour reprendre ton analyse sportive, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il fait une faute? Dans quelle mesure un gros tacle par l'arrière avec une personne qui se blesse? Est-ce que là, il y a un arbitre. Est-ce qu'il faut le sortir ou pas, tu vois? Là, il y a un arbitre qui doit juger. L'arbitre, c'est un peu nous. Il y a toujours, si tu veux, il y en a qui arrivent à jouer avec des règles comme ça, mais après, c'est sûr que s'il le frappe dans le dos et qu'il met un coup de pied, il y a faute, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, après, s'il le charge bien par l'épaule, il y en a qui, moi, je te parle d'humoristes comme Bob Burnham, qui, eux, mettent un coup de pompe, quoi. C'est-à-dire qu'ils sortent. J'aime bien ton analogie, lui, il sort du terrain. Après, un mec comme Dave Chappelle, lui, il est plus malin. C'est-à-dire qu'il va mettre un énorme paquet. Et des fois, un arbitre dira non, il y a faute, un autre dira il y a pas faute, voilà. Il laisse un peu d'ambiguïté, quoi. Je veux savoir par rapport à tes sources d'inspiration, pour revenir un peu sur Boots, est-ce que la télé des inconnus, c'était Ouais. Ah bah bien entendu. Il y a une la télé des inconnus, c'est un peu comme tu fais, c'est parle de sujets de société, comme d'un fort portage, enfin c'est. Ouais. Puis c'est un amour des personnages, quoi. Il y avait j'ai toujours senti une espèce de lien un peu magique, mais je sais qu'avec les inconnus, il y avait un truc. Didier Bourdon, par exemple, a fait la même école de théâtre que moi, et j'ai toujours trouvé ça hyper inspirant de me dire qu'on pouvait faire une école un peu sélective et hyper sérieuse dans l'approche de l'incarnation des personnages et finir par faire des grosses conneries. Je sais qu'il y avait un making of de lui, je crois, ils sont à poil et ils se cachent la bite avec des vinyles ou je sais pas quoi, et puis t'as Bourdon qui explose de rire en disant putain 3 ans de conservatoire pour ça, quoi. Et je trouve ça hyper beau, en fait, comme parcours. C'est ce que tu t'es dit en sortant du conservatoire. Maintenant, je vais faire des conneries. Il y en a un qui a eu le droit avant moi, c'est mon tour. Ouais, enfin, en vrai, je pense que moi, il y a un truc où il a ouvert la voie dans ma tête parce que c'était un peu la honte d'aller sur Internet quand t'es au conservatoire. Il y avait 2 hontes au conservatoire, c'était de faire du théâtre privé
en opposition au théâtre public. Et puis aller sur Internet, c'était tellement neuf que les gens comprenaient pas quoi. En fait, on avait nos caméras dans la rue et tout, on faisait n'importe quoi. En fait, on était censé jouer du Shakespeare, sauf qu'on jouait du Huxley. Ça va évoluer, tu penses, les prochaines années, que ce sera... Ouais, mais encore une fois, je pense que ça ne pourra évoluer que si les écoles d'art commencent à appréhender le marché du travail et de se dire je pense que aujourd'hui, il y a une petite incohérence, une incompréhension sur ce qu'est l'art et la poésie. C'est-à-dire que la poésie est pas une fin en soi, faut que ce soit un moyen. C'est comme ça que je le considère. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, Bo Burnham, encore une fois, enfin, je veux dire, on remporte tout le temps, on le met sur la table, mais ce qui m'intéresse, ça va pas être la beauté de ton chant ou de ta chorégraphie ou de ton texte. C'est comment est-ce que tu vas utiliser les médias en ta possession aujourd'hui pour être tellement dans l'air du temps qu'on va vraiment te considérer comme un artiste hors du commun. Et les exemples que j'ai aujourd'hui, tu vois des types comme Stromae ou Orelsan qui à certains moments te disent mais parfois avant la chanson j'ai l'idée de l'exploitation derrière médiatique et commerciale du truc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de se dire que le mec se dit non mais la chanson, je suis chanteur, je fais de la chanson. En fait, j'ai autre chose. Je vais penser est-ce que je vais aller sur TF1 et puis je vais chanter en direct ma chanson sur le suicide. Et là, je me dis OK, là artistiquement, c'est des trucs qui marchent. Quelle est ta compréhension du monde moderne? Moi, il y a que ça qui m'intéresse chez les artistes. Alors, juste avant de terminer, est-ce qu'il y a des projets que tu peux annoncer? Alors, à part le film avec Amit Silla qui sort fin septembre. Tu as dit la fin de Brut. En fait, tout est tellement sur des bases friables que j'en sais rien. Il y a potentiellement 2-3 films que je devrais tourner. Il y a potentiellement des trucs que je devrais écrire. Mais c'est tellement que potentiel. Genre, j'ai rien de signé et genre, il y a pas d'autres films tournés qui va sortir. D'accord. Donc des équations à beaucoup d'inconnus. Exactement. Et toujours humoristique, c'est-à-dire que tu restes dans le secteur de l'humour? Ouais. Ouais. Ouais, même si en vrai le film avec Ahmet Silla, il y a un petit côté surprenant sur l'interprétation parce que et je le dis sans vendre le truc, mais avec un peu de fierté, c'est que je suis tellement content de ce qu'on a fait en termes d'interprétation que là déjà on commence à aller dans d'autres endroits. Mais pour moi c'est pas encore tout à fait incompatible. C'est-à-dire que sans aller de me dire que je vais faire un drame, tu vois, la Frère Dardenne, caméra à l'épaule, où je vais aller sauver des migrants et des trucs comme ça. Je pense que déjà le public m'accepterait pas forcément dans ce registre directement. Ouais. En tout cas, mettre de l'émotion dans la comédie, un Steve Carell en larmes dans The Office, moi je trouve ça sublime, quoi. Même un Chant du Jardin en France, quoi, qui arrive à faire les deux, quoi. Mais lui c'est le master, donc c'est compliqué de se comparer ou de passer derrière. Donc. En tout cas, bon, c'est une inspiration. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis on te souhaite une carrière similaire. Voilà. Merci beaucoup Bertrand d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci donc, de votre rappel. Les actus, donc Brut, on sait pas si ça va continuer, apparemment non, mais pour l'instant on peut voir les épisodes, tout est dispo sur internet, je vous invite tous à aller le voir si vous l'avez pas encore vu. Et il y a le film Jumeaux mais pas trop. Donc Jumeaux mais pas trop qui sort le 28 septembre avec Ahmet Silla, co-réalisé par Olivier Ducré et Wilfried Mintz. Oui, c'est ça exactement. En tout cas, merci encore Bertrand. Merci de l'accueil. J'étais à chiant quand je parle d'humour en général. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais ça s'est pas vu. Vous avez eu des gens plus marrants que moi. Ça s'est pas vu. Non, c'était très intéressant. Non, dans la moyenne. Le passage sur Bob Berman. Non, mais c'était une bonne discussion. C'est bien, ça permet d'échanger. Après, moi, j'écris mes mémoires sur le stand-up. Je dis ça, mais je pense que j'ai mieux plus raison. Auto-promo par Louis Piquet. On verra. Exactement. Dans je te dirai quand je lirai. Jamais, probablement. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Salut. Au revoir. Le Pitch Club.